Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 58e épisode de Relationnellement Vôtre. Nous naviguons depuis quelques semaines dans la vaste étendue des émotions et cette semaine, j'aimerais faire une petite intrusion dans la série de questions posées par les abonnés pour vous parler d'une thématique en lien avec la question de la semaine prochaine, à savoir l'empathie. Ce serait dommage de parler d'émotion sans parler d'empathie, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que l'empathie ? Étymologiquement, le mot empathie est composé du préfixe « en » qui signifie « dedans » et de « pathie » qui est apparenté au grec « pathos » qui signifie « souffrance ». Différentes définitions sont données à l'empathie. Disons que la plus courante, c'est qu'il s'agit de cette capacité à se représenter et comprendre les émotions d'autrui, tout en étant capable d'avoir une réponse appropriée aux ressentis exprimés par l'autre. Ça implique donc de pouvoir écouter réellement ce que l'autre exprime, détecter les émotions de l'autre et identifier ce qu'il ou elle ressent, imaginer ce que l'autre peut ressentir et comprendre ce ressenti. Ça implique aussi de pouvoir déplacer son propre point de vue afin de voir les choses du point de vue de l'autre en mettant son propre point de vue entre parenthèses. Et enfin, ça implique de pouvoir répondre avec une émotion adéquate tout en faisant la distinction entre son propre ressenti et celui de l'autre. C'est tout un package, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi l'empathie est considérée comme un pilier de l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, l'intelligence émotionnelle est cette capacité à s'adapter aux circonstances en tenant compte de ses émotions et de celles d'autrui. Selon les spécialistes, il existerait deux types d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie dite affective ou émotionnelle. Les études scientifiques ont montré que le cerveau ne réagit pas de la même manière en fonction du type d'empathie qui est activé. L'empathie cognitive est cette capacité consciente et volontaire à se représenter les états mentaux de l'autre, donc de se représenter ce qu'il ressent et de percevoir des indices de son intention. Par exemple, vous êtes au restaurant et vous voyez une personne se mettre à rougir et bafouiller après avoir renversé son cocktail sur son invité. Vous vous dites que cette personne ressent probablement de la honte, mais vous ne ressentez pas cette honte. Vous identifiez l'émotion, vous vous représentez ce que cette personne peut penser et ressentir, et c'est une démarche purement intellectuelle. L'empathie affective ou émotionnelle, de son côté, est involontaire. C'est un processus inconscient qui nous fait réagir de manière appropriée aux émotions de l'autre en ressentant ce que l'autre ressent. Ce type d'empathie s'accompagne de réactions physiologiques qu'on ne retrouve pas dans l'empathie cognitive, justement. Et ces réactions physiologiques peuvent être une accélération du rythme cardiaque, une soudaine sudation, des tremblements, des maux de ventre, etc. Si on reprend l'exemple du restaurant, dans le cas de l'empathie affective, vous vous mettez vous aussi à ressentir la honte. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous avez chaud, vous vous sentez mal à l'aise en voyant la réaction de cette personne qui vient de renverser le verre. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'empathie est innée ou est-ce qu'elle s'apprend ? Il faut savoir qu'à la naissance, tout être humain est équipé pour apprendre et développer l'empathie. Le nouveau-né est doté d'un grand nombre de neurones miroirs, entre guillemets. C'est un groupe de neurones qui s'active lorsque nous effectuons une action ou lorsque nous voyons quelqu'un effectuer cette action. Les neurones miroirs jouent un rôle dans la communication entre individus, dans les interactions sociales et en particulier dans l'apprentissage par mimétisme, par imitation. Ils sont impliqués dans l'apprentissage de l'empathie notamment parce qu'il semble que l'empathie soit liée à l'imitation de l'émotion et des mimiques expressives. Les sentiments s'expriment souvent de manière visible et sont contagieux. Les neurones miroirs, en copiant les émotions observées, nous permettent de ressentir, de comprendre et de reproduire ce que font nos interlocuteurs et donc d'éprouver de l'empathie. Cela démontre bien que l'empathie s'apprend et se développe plus ou moins en fonction de l'environnement social de l'enfant et au fur et à mesure des situations rencontrées, des expériences vécues. En favorisant les capacités de l'enfant à exprimer ses besoins et ses émotions, on lui apprend à exprimer son intériorité. On l'aide à finalement définir les contours de ce qu'il vit et ressent. On l'aide à mettre des mots, à identifier, à comprendre et à réguler. Avec l'aide de l'adulte, une fois de plus, l'enfant va pouvoir considérer que les autres aussi ont une intériorité, des besoins, des ressentis, et en se comprenant lui-même, l'enfant va pouvoir mieux comprendre l'autre et donc développer son empathie. Comme vous pouvez le comprendre, il y a donc différents degrés d'empathie en fonction de la structure du cerveau de chacun,
de la santé et du parcours de vie de chacun. Alors, peut-on être trop empathique ou pas assez ? Je dirais que la réponse est très subjective. Tout ce qui est trop ou pas assez, c'est subjectif de toute façon. Ce qui va être trop pour moi peut être très bien pour vous ou pas assez pour un autre. Donc sur le fait de considérer qu'une personne est très empathique ou pas suffisamment empathique, ça va être variable en fonction de chacun. D'ailleurs, chacun est empathique comme il le peut en fonction de son parcours de vie, en fonction de qui il est. Toutefois, il existe des degrés d'empathie qui surprennent par leur niveau plutôt bas ou plutôt élevé. On considère qu'il y a des personnes dont le niveau d'empathie est inférieur à la moyenne, au sens scientifique du terme, par rapport à la norme de la population. Et donc on y retrouve différentes psychopathologies bien connues, telles que les troubles de la personnalité antisociale ou ceux de la personnalité narcissique. Mais il existe aussi des troubles moins connus qui affectent plus ou moins temporairement la capacité à être empathique, notamment ce qu'on appelle l'alexithymie. C'est un trouble de la régulation émotionnelle. Elle se concrétise par de grandes difficultés à identifier et à décrire ses sentiments et ceux des autres. C'est une inhabilité à pouvoir faire des connexions entre les émotions et les idées, les pensées, les fantasmes qui en général les accompagnent. Une précision en passant, l'idée selon laquelle une personne ayant une forme d'autisme manque d'empathie n'est pas totalement vraie. Une personne atteinte d'un trouble du spectre autistique a des difficultés à nommer, identifier et se représenter les émotions ainsi que les intentions des autres, mais elle n'a pas de difficulté à les ressentir. On dira donc qu'une personne atteinte d'un trouble autistique a des difficultés à faire preuve d'empathie cognitive, mais elle peut avoir un niveau d'empathie affective qui va au-delà de la moyenne en se connectant malgré elle aux émotions des autres. D'ailleurs, en parlant de niveau élevé d'empathie, certaines personnes ont un degré d'empathie bien supérieur à la moyenne et ce sont des personnes dites empathes ou hyper empathiques. Elles ont des facilités pour se connecter aux émotions et aux sentiments des autres sans avoir besoin de leurs 5 sens. La connexion se fait malgré elles et elles vont donc ressentir ce que l'autre ressent. Et ça peut se produire sur 3 plans différents. Il y a ce que l'on appelle l'hyperempathie kinesthésique. Vous ressentez les sensations physiques, tout particulièrement la douleur physique d'autrui. Il y a l'hyperempathie émotionnelle. Dans ce cas, vous percevez les émotions des autres, qu'elles soient tristes ou joyeuses, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et il y a aussi une hyperempathie que l'on pourrait dire intuitive ou spirituelle. Vous avez une intuition exacerbée, un discernement, une clairvoyance plus pointue, notamment par rapport aux intentions d'autrui. Par exemple, vous percevez les intentions malhonnêtes ou honnêtes d'une personne et vous vous dites, cette personne, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lui faire confiance ou au contraire, je la connais pas mais j'ai envie de lui faire totalement confiance. Il y a aussi cette possibilité à ressentir ce qui se dégage de la personne en termes de force. Force spirituelle bien sûr. Si vous percevez une force opposée à celle qui se trouve en vous, ça va générer du malaise. Par contre, si cette force est de la même source, de la même nature que celle qui est en vous, vous allez vous sentir connecté. Quoi qu'il en soit, l'hyperempathie est bien connue pour amener des situations de contagion émotionnelle. On parle de contagion émotionnelle lorsqu'il n'y a plus de différenciation entre l'autre et soi. Il y a comme une confusion entre ce que l'autre ressent et ce qu'on ressent, qu'il s'agisse d'une sensation ou d'une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Par exemple, une collègue de travail vous explique avoir été victime de propos diffamatoires et dégradants de la part d'une autre collègue. Elle s'énerve sur tous les objets qui lui passent sous la main, elle crie des insultes. D'un coup, vous avez vous aussi des noms d'oiseaux qui vous passent par la tête, libre choix à vous de les prononcer ou pas, et dès que la personne à l'origine des rumeurs arrive, vous sentez que la colère s'amplifie en vous, vous sentez une forme de chaleur qui vous envahit, vous commencez à trembler, vous n'avez qu'une envie, c'est lui sauter à la gorge. Bien sûr, vous ne le faites pas. Pourtant, cette personne ne vous a rien fait. C'est un cas typique de contagion émotionnelle. Et oui, il peut parfois y avoir bien des glissements entre l'empathie et d'autres réponses émotionnelles, et il peut être difficile de faire la part des choses, donc j'aimerais utiliser aussi l'opportunité de cet épisode pour vous aider à mettre en lumière les différentes nuances. Par exemple, si je vous demandais quelle différence y a-t-il entre l'empathie, la sympathie, la compassion, l'hyperempathie, l'hypersensibilité. Voilà, ce sont différents termes qu'on utilise mais dont on ne connaît pas toujours la définition et dont on ne voit pas forcément les différences. Et donc, si on commençait par comprendre ce qui se cache derrière l'hypersensibilité et l'hyperempathie.
Alors en fait, à la base, je ne suis pas vraiment fan de mettre des gens dans des boîtes en collant une étiquette dessus. Et loin de moi l'idée ou l'envie de vous encourager à vous coller des étiquettes. Les éclairages et les explications que je vais vous partager sont vraiment dans l'objectif de vous apporter des éléments pour mieux connaître et mieux comprendre les différents modes de fonctionnement. Et ça peut vraiment aider à relationner différemment ou à s'accepter tel qu'on est ou accepter l'autre tel qu'il est. Je disais donc les nuances entre l'hypersensibilité et l'hyperempathie. Il faut savoir que l'hyperempathie est une branche de l'hypersensibilité. Donc, une personne dite hyperempathique est par définition hypersensible, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Une personne hypersensible n'est pas forcément hyperempathique. Par exemple, elle peut présenter une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire une hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, sans pour autant faire preuve d'une hypersensibilité aux émotions des autres. L'hypersensibilité, comme son nom l'indique, est une sensibilité temporaire ou durable plus élevée que la moyenne. Cette hypersensibilité est complexe et pour faire court, je dirais qu'il s'agit d'une neuroatypie, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement du système nerveux qui diffère de la norme. Dans le cas de l'hypersensibilité, le système nerveux est en hyperactivité. Il perçoit donc beaucoup de stimuli et d'une manière plus forte qu'une personne dite neurotypique, ce qui provoque des surcharges chez la personne hypersensible, et ces surcharges peuvent être uniquement sensorielles, uniquement émotionnelles, voire les deux. Lorsqu'il y a une surcharge émotionnelle, on peut se retrouver en détresse empathique. Il s'agit d'un sentiment de surcharge tel que la personne se sent vidée d'avoir eu trop de contact avec d'autres personnes qui étaient notamment en souffrance. Il s'ensuit une perte d'envie de vouloir comprendre et écouter l'autre dans sa souffrance, justement. Et le réflexe de la personne va être de vouloir éteindre son empathie en adoptant des comportements de distanciation et d'évitement des autres. Alors, les frontières sont parfois aussi floues entre l'empathie, la sympathie et la compassion, comme je vous le disais il y a quelques instants. Comment réussir à les différencier ? Ces notions peuvent avoir des définitions différentes en fonction du point de vue adopté. Ça peut être celui de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie, ou bien du point de vue des religions, ou encore des neurosciences. Et donc, les significations ne cessent d'évoluer. Elles sont complexes et parfois même contradictoires. Voilà pourquoi je me contenterai d'adopter un point de vue psychologique. Je vais m'en tenir à ma spécialité. Le docteur Aymeric Le Breton a écrit un article très intéressant sur la différence entre l'empathie et la sympathie. Et il explique que la sympathie implique la reconnaissance des sentiments d'autrui, mais sans nécessairement les comprendre, les partager ou les ressentir soi-même. Comme le rappelle le médecin et psychothérapeute Alfred Adler, la sympathie est une relation entre personnes où l'on se tient côte à côte face à un problème commun. Il est possible d'avoir de la sympathie pour une personne, c'est-à-dire de l'apprécier, sans pour autant chercher à se mettre à sa place. Par exemple, un de vos amis vient de perdre son emploi, il est abattu. Si vous faites preuve d'empathie, vous allez l'écouter attentivement, accueillir avec bienveillance ses inquiétudes, ses questionnements, ses sentiments, en exprimant que vous vous représentez bien la situation. Vous pourrez lui dire « Je comprends que tu te sentes perdu et inquiet. Tout ça est si soudain. » Si vous faites preuve de sympathie, vous reconnaissez la situation difficile de votre ami, mais sans partager ses émotions ou sans chercher à les comprendre. Vous pourriez dire « Je suis vraiment désolée que tu aies perdu ton emploi. J'espère que les choses s'arrangeront bientôt pour toi. » Alors, maintenant, quelle différence y a-t-il entre empathie et compassion ? La différence est parfois très mince. En tout cas, la compassion ne consiste pas simplement à se représenter ou partager le ressenti d'autrui. Elle suppose une attitude bienveillante à l'égard d'autrui dans le but de lui venir en aide. En d'autres mots, la nuance entre empathie et compassion porte sur le fait de se mettre ou non en mouvement pour venir en aide à autrui sans se substituer à lui. Si on reprend l'exemple du restaurant, faire preuve d'empathie, c'est ce que je vous expliquais plus tôt, vous restez assis à votre table et l'empathie cognitive fait que vous allez vous représenter la honte que peut ressentir la personne qui a renversé le verre. Et l'empathie affective fait que vous allez ressentir de la honte au point d'être vous-même gêné, tout en étant conscient que ce n'est pas votre ressenti. Et si vous faites preuve de compassion, eh bien vous allez vous lever, aider la personne à nettoyer, tout en lui partageant des paroles réconfortantes qui contribuent à diminuer le sentiment de honte. Bon, eh bien nous arrivons à la fin de l'épisode de la semaine.
on récapitule parce que c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'informations. On peut dire que l'empathie cognitive dit « j'arrive à me représenter ce que tu vis et ressens ». L'empathie affective ou émotionnelle dit « je me mets à ta place et je comprends ce que tu vis et ressens, je le partage avec toi ». L'hyperempathie dit « je ressens ce que tu ressens et je le vis pleinement avec toi, même si ce ressenti n'est pas le mien ». La contagion émotionnelle dit « je ressens plein de choses et je ne sais plus ce qui vient de toi et ce qui vient de moi ». La compassion dit « ce que tu vis me touche, je partage ton ressenti et je veux apporter une aide, contribuer à une solution ». Et la sympathie dit « je me rends compte de ce que tu vis et j'espère que la situation s'améliorera si elle est négative ou qu'elle durera si elle est positive ». Vous l'aurez compris, il y a beaucoup à dire sur l'empathie. Là, ce sont quelques bases pour savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Et en bonus, j'aimerais mettre l'accent sur une démarche fondamentale pour garder de l'équilibre dans l'empathie. Il s'agit justement de l'auto-empathie. L'auto-empathie est un concept de la communication non violente qui consiste à être à l'écoute de soi avec bienveillance et compassion. On va avoir tendance à le faire plus ou moins facilement avec les autres et à oublier de faire preuve d'empathie envers soi. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas ? Alors il est vrai que la nature humaine est telle qu'on va plus facilement avoir un discours intérieur dans la critique, le jugement avec une perception plutôt négative de soi, de ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et choisir d'être en auto-empathie, c'est vraiment faire la démarche volontaire d'établir une relation saine avec vous-même en apprenant à vous accueillir avec vos forces et vos faiblesses, ce que vous appréciez et ce que vous appréciez moins chez vous. C'est aussi apprendre à écouter et accueillir vos besoins, vos ressentis, qu'ils soient agréables ou désagréables, sans vous juger. Et c'est aussi apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et vous aimer, quelle que soit la version de vous-même. Que ce soit la version de vous enfant, ado, la version de vous adulte, la version de vous d'il n'y a pas si longtemps que ça, celle de maintenant, la version de vous en solo, la version de vous en couple, la version de vous en tant que parent, la version de vous dans la vie privée, dans la vie professionnelle, etc. J'aime beaucoup la manière dont Apprenti Girafe l'explique. Je crois que j'ai déjà pu vous parler de ce compte Instagram qui propose des jeux, des illustrations, des outils pour prendre soin de nos émotions et de nos relations. Si vous voulez y faire un tour, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, ce 58e épisode du podcast est terminé. J'espère que tout ça a été clair pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer vos questions sur les points à éclaircir à l'adresse mail relationnellementvôtre@gmail.com. Bon, eh bien on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. 3 invités vous partageront leurs expériences et leurs clés en réponse à une question d'abonné au sujet de l'empathie. Un peu de suspense, ça fait pas de mal. Si vous voulez être sûr d'être informé de la mise en ligne des contenus proposés, pensez à vous abonner à la newsletter et ou à la chaîne YouTube. Allez, à très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.